Comme toute crise politique et sociale, la Révolution française marque un tournant dans l'histoire de notre pays et devient un élément incontournable de notre identité, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui nous allons parler des premiers événements de la Révolution de 1789. Nous allons évoquer la fin de la monarchie absolue, le nouveau cadre politique qui s'y établit et ce qui en conduit à son échec. Pour régler le problème de la crise économique qui gangrène son royaume, le roi de France Louis XVI convoque les États généraux le 5 mars 1789 à Versailles. Les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-État en profitent pour débattre d'un problème de vote, par tête ou par ordre, sachant que par ordre, c'est la noblesse et le clergé qui sont majoritaires. Les députés du tiers-État s'autoproclament Assemblée nationale, réclamant le vote par tête pour représenter la nation. Le roi, voyant ceci comme un acte d'opposition à son autorité, ferme les portes de la salle principale. Et le 17 juin, donc, les députés de la nouvelle Assemblée se réunissent à la salle du jeu de paume pour prêter le célèbre serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une nouvelle constitution à la France, ce qui est nouveau pour l'époque. Voyant la résistance des députés, le roi est obligé de céder et le 9 juillet, la nouvelle Assemblée nationale reconnue se déclare constituante. C'est la fin de la monarchie absolue. La revendication de la souveraineté nationale s'instaure. Ceci est accompagné d'une opposition sociale. Le 14 juillet 1789, suite aux nouvelles répandues du renvoi de Necker et d'arrivée de troupes suisses autour de Paris, les Parisiens se soulèvent et vont chercher des armes aux Invalides, puis de la poudre à la Bastille, une ancienne prison, symbole du pouvoir arbitraire du roi. Mais après plusieurs heures de patience et de rumeurs, il s'en empare par la force. Ce qu'on appelle désormais la prise de la Bastille devient un événement capital et est reconnu aujourd'hui, on le sait pour beaucoup, comme le symbole de, comme le symbole de la fin de l'autorité royale et donc un événement crucial célébré lors de notre fête nationale. Mais à cette époque, cette crise est accompagnée d'une grande peur, ce qu'on appelle la grande peur. C'est un mouvement de panique, de révolte et de destruction dans les campagnes, destruction de terres nobiliaires et de châteaux. Sous cette pression et pour mettre fin aux inégalités, les députés de l'Assemblée nationale constituante adoptent deux grandes réformes. La première, dans la nuit du 5 au 6, ils abolissent les privilèges, pour plusieurs raisons. Pour les nobles et les clercs, il s'agit de réduire les pouvoirs du voisin. Et pour le tiers-État, c'est un principe d'égalité et de pouvoir pour les bourgeois. Et deuxièmement, dans la nuit du 24 au 25,
ils adoptent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui entre en vigueur le 26 août. C'est le cadre d'une nouvelle politique. La Déclaration des droits de l'homme établit deux grands principes qui influencent encore aujourd'hui notre identité, la liberté et l'égalité. La liberté s'illustre notamment par la liberté d'expression, de croyance et de pensée. Cela s'illustre par une multiplication des journaux dans le pays et l'ouverture de ce qu'on appelle des clubs politiques. Les clubs sont en quelque sorte l'ancêtre de nos partis politiques. Parmi les clubs les plus célèbres, on peut noter les Jacobins et les Cordeliers. Les Jacobins comme Robespierre et Saint-Just, et les Cordeliers comme Danton, qu'on verra plus tard dans une autre séance. Les nouvelles personnalités de cette nouvelle France de 1789-1791 sont Bailly et Barnave. Et le deuxième principe, c'est l'égalité. Elle s'illustre notamment par l'égalité devant la loi et l'impôt. En 1789, les biens de l'Église ont été nationalisés, c'est-à-dire que cela appartient désormais à l'État. En 1790 est instaurée la constitution civile du clergé, qui font des ecclésiastiques des fonctionnaires de l'État. Certains acceptent cette nouvelle constitution et se font reconnaître comme prêtres jureurs parce qu'ils jurent fidélité à l'État, et les autres qui restent fidèles au pape, que l'on appelle les réfractaires. Le 13 juillet 1791 est adoptée la première constitution de l'État français. C'est l'instauration de la monarchie constitutionnelle, qui instaure la séparation concrète des pouvoirs voulue par Montesquieu au cours du XVIIIe siècle. Le pouvoir législatif, voter les lois, est détenu par l'Assemblée législative, nouvelle Assemblée nationale. Cette Assemblée est élue au suffrage censitaire. Censitaire dans le sens où seuls des hommes de 25 ans minimum et pouvant payer le cens peuvent voter pour l'élire. Un cens de 4 livres minimum pour pouvoir être électeur. Ceux-ci élisent des électeurs plus riches pouvant payer un cens de 10 livres. Ceux-ci élisent les députés et les juges civils et criminels. Le pouvoir exécutif est détenu par le roi, qui, dans les faits, peut exercer un droit de veto contre les lois adoptées par l'Assemblée et nommer les ministres. Donc, les femmes sont exclues de cette organisation. Bien, des voix s'élèvent contre cette organisation politique voulue par les bourgeois de cette nouvelle France, parmi lesquels on retrouve Olympe de Gouges, qui revendique la possibilité d'accorder la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à égalité avec la déclaration du 25-26 août 1789. Mais il existe des fragilités avec le système politique, parce que cette constitution est critiquée et qu'il existe des faiblesses concrètes de par l'action du roi avant même l'adoption de cette constitution.
La fragilité principale de cette monarchie constitutionnelle vient notamment de la position du roi et de sa famille, beaucoup plus conservatrice, de par l'héritage de plusieurs siècles de monarchie de plus en plus centralisée. En effet, le roi accepte le contrôle des finances par une assemblée, en l'occurrence l'assemblée législative, mais refuse de reconnaître en réalité la constitution civile du clergé et surtout ne tient pas à laisser la souveraineté à une nation quelconque. La souveraineté ne revient qu'au roi de par la tradition. C'est pour cela que dans la nuit du 21 au 22 juin 1790, le roi décide de fuir le palais des Tuileries, auquel il a été installé après avoir dû quitter Versailles au cours du mois d'octobre 1789. Petit retour en arrière, les femmes sont venues à Versailles réclamer au roi du pain. Durant la journée du 5 octobre 1789. Le lendemain, le roi a été contraint de quitter Versailles et de s'installer aux Tuileries. Ce qui fait que concrètement, il n'avait plus de pouvoir réel. Pour récupérer sa souveraineté, donc, il fuit Paris pour rejoindre les territoires autrichiens à la frontière nord de la Lorraine. Mais identifié grâce à un louis d'or, à son effigie, il est arrêté à Varennes et ramené aux Tuileries sous surveillance. En conséquence, il perd la confiance du peuple français et notamment des Parisiens, qu'il reconnaît comme traître. Cela alimente quelque chose de nouveau pour l'époque, le républicanisme. Et on déclare la guerre à l'Autriche, qui envisage de restaurer le roi dans sa pleine souveraineté. Voilà pour l'aspect extérieur et personnel. Au niveau politique, tout au long de la période de la monarchie constitutionnelle, le roi exerce à plusieurs reprises son droit de veto contre la politique menée par l'Assemblée législative. En conséquence, au bout d'un certain moment, le peuple français n'en peut plus. Et le 10 août 1792, les Parisiens marchent sur les Tuileries. Le roi et sa famille sont obligés de quitter leur résidence pour se réfugier à la salle où siège l'Assemblée législative. Celle-ci lui accorde sa protection, mais suspend la monarchie. Ainsi s'achèvent plusieurs siècles d'histoire de monarchie. C'est ce qui aboutira plus tard à l'instauration d'un nouveau régime.